Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. 2 ans déjà qu'elle dure, la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Plus d'1 an que la crise a pris la tournure d'un conflit armé. Plus d'1 semaine que Paul Biya, du haut du perchoir du palais de verre de Ngouaïkélé, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment, appelait les séparatistes à déposer les armes. Plus de 5 mois déjà qu'elle est sur la table, l'idée de la conférence générale anglophone. Plus de 4 mois que le cardinal Christian Toumi, le révérend Babila, Eli Smith, Simon Mouzou, les imams de Buea et de Bamenda travaillent sur la tenue de cette conférence qui, de l'avis de ses organisateurs, a pour but de désigner les interlocuteurs des 2 régions anglophones pour un éventuel dialogue national inclusif qui permettra de sortir définitivement de la crise. Malheureusement, à quelques jours de l'ouverture de la conférence, c'est toujours la désolation chez les belligérants. Kidnapping, intimidation, menaces, violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, peur sur la conférence générale anglophone. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Violence dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, peur sur la conférence générale anglophone. Pour en parler, je suis avec André Luther Meka. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, merci. Vous êtes sociologue et militant du RDPC. Oui, beaucoup d'autres casquettes encore, mais pour cette émission, vous pouvez retenir que celle-là. Bon, ok. Merci, bienvenue. Sur ce plateau également, Fautine Zonjou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout à mes co-panélistes. Voilà, vous êtes, j'aime souvent dire que vous êtes acteur social. Oui, on retient acteur social. Acteur social. Et sur ce plateau, le sujet le concerne, je l'ai dit en l'entame, Eli Smith. Bonsoir, bienvenue. Merci, c'est un plaisir de m'inviter et une fois de plus de me croiser avec Luther Meka qui avait dit que Paul Biya fait plus que Jésus-Christ. Je veux voir comment il fera sous la crise anglophone. Ok. Eli Smith, vous êtes le nouveau porte-parole de la conférence générale anglophone. C'est bien cela, hein? Oui, bon, en quelque sorte, je fais... provisoirement, je remplace M. Dr Mounzou, qui a, pour des raisons que le cardinal a évoquées hier, a décidé de se mettre à côté pour que la conférence puisse se tenir, parce que il y avait des individus, il faut qu'on appelle... il y a C'était justement dans le sens de la première question. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Simon Mouzou arrive à prendre une telle décision à quelques jours seulement? Oui, Simon Mouzou, c'est d'abord quelqu'un de bien. Il a un profil que beaucoup de ceux qui sont en train de le traiter de tous les noms d'oiseaux n'en ont pas. En particulier, ce qui m'étonne, je devais croire que c'est le gouvernement camerounais qui devait traiter Mounzou de cette façon, mais malheureusement, c'est nos compatriotes, nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis et en Europe qui ont calomnié, rudoyé M. Simon Mounzou. Et pourtant, M. Mounzou n'a rien fait de mauvais. M. Mounzou a une carrière que beaucoup d'entre eux n'en ont pas, mais ils ont menacé M. Mounzou. Ils ont dit que moi, M. Mounzou, le cardinal, nous sommes persona non grata en Amazonie. Donc, je crois que la menace était vraiment poussée sur la personne de M. Mounzou. Voilà la raison pour laquelle il a dit, un bon anglo-saxon, il s'est dit que bon, si ma personne peut être comme un pied d'achoppement pour que cette conférence y tienne, moi je préfère me retirer et laisser qu'on voit ici, ils ne vont pas inventer une autre histoire pour que ça ne se tienne pas. Donc je tiens à dire que l'opposition ne vient pas du gouvernement du Cameroun, ça m'étonne vraiment, c'est vraiment des Camerounais, mais cette fois-ci ça vient des individus qui sont à l'extérieur du Cameroun. Voilà, vous parlez justement du gouvernement
Là, il y a 3 semaines, vous étiez ici, Elie Smith. Est-ce que vous avez tous les éléments qui vont vous permettre que la conférence se tienne? Toutes les autorisations. Les autorisations, non, on a déposé une autorisation à la sous-préfecture de Boya, mais on avait pas précisé, le sous-préfet n'avait pas précisé le lieu exact. Oui. Je crois demain je serai à Boya avec le cardinal et le référent Samuel Fonki et Aboubakar Mohamed, l'imam de la mosquée centrale de Boya. Et je crois que demain on aura on va donc le déposer s'il y a quelque chose. Je pense que le gouvernement n'est pas contre. Je pense, à moins que je me trompe. Parce que je crois que tout État veut qu'à un certain moment on trouve la paix et la stabilité. Ils ont commis beaucoup des erreurs, l'État, mais je crois qu'ils ont reconnu que... Vous commencez à sentir un peu de la bonne foi? Oui, je commence à sentir de la bonne foi parce que moi je ne suis plus traité comme... en tout cas, donc vous voyez que donc, nous, chacun met un peu de l'eau dans son moulin. L'essentiel est qu'on accorde la paix dans le nord et le sud-est. Elie Smith, et justement, vous allez profiter demain pour rencontrer le maire Ekema? Oui, moi j'ai toujours dit, oui, je vais le faire. J'ai toujours dit, monsieur Ekema, comme on dit en anglais, he's a good man. C'est un homme bien. Mais vous savez, les gens qui sont les politiciens, vous avez vu ce que Meka a fait ici dimanche. Donc ils ont toujours ce qu'ils veulent faire. Non, mais c'est quelqu'un de bien. Et puis, premièrement, c'est quelqu'un il dit lui-même dans Vipos qu'il est amazonien. Il ne peut pas avoir une ville qui est aujourd'hui détruite économiquement. Il y avait Silicon Mountain, qui est le start-up qui promettait. Et aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Je crois qu'un maire voudrait que les caisses de sa mairie, qu'il est l'entrée entre. Donc, il ne serait pas contre. Ok. André Luther-Meka, vous avez suivi Elie Smith. Le discours change un peu. Il pensait que ça viendrait plutôt du gouvernement, les bâtons dans les roues. Elie Smith, je ne veux pas dire qu'il est naïf, mais en fait, je crois qu'il commence à percevoir un peu toutes les contradictions du peuple camerounais. Dans certains peuples qui sont des entrepreneurs du chaos, il commence à percevoir en fait que le problème n'est pas le problème du gouvernement, mais le problème est l'unité, la cohérence et la cohésion du peuple anglophone. Et je crois qu'à ce niveau, lorsqu'il parle, vous comprenez très bien que l'opposition ne vient pas, n'est-ce pas, en interne. L'opposition ne vient pas du gouvernement, mais l'opposition vient effectivement du peuple anglophone. On peut aller loin, à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui amène cette opposition. Ce qui amène cette opposition, c'est que moi je crois que dans ce groupe, il y a des radicaux qui veulent embastiller la problématique anglophone parce qu'elle est juteuse. Il y a d'un côté la sphère pétrolifère, d'un côté le positionnement, d'un côté effectivement, quand je parle de positionnement, c'est-à-dire le fait de pouvoir se positionner comme celui-là qui peut plaider la cause anglophone et qui peut participer à la gestion de l'État. Et pour cela, vous comprenez très bien que c'est une affaire de positionnement. Tout simplement, ce n'est pas une affaire où on veut régler les problèmes. Parce que si on voulait régler des problèmes, après qu'ils aient sorti ceux qui sont anglophones culturels et ceux qui se sont installés là-bas depuis des siècles et ont demandé seulement les natifs, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine de père et de mère anglophones, je croyais qu'après ces critères assez rigoureux, ils devaient normalement s'entendre. Donc, lorsqu'il les signale qu'il y a véritablement de l'opposition, ça veut dire qu'il y a de la mauvaise graine dans ce problème. Et je suis fier qu'il lui-même a dit de sa propre bouche que le gouvernement est tout à fait volontaire, a une très bonne idée de cela, encore qu'à la tête il y a un prélat, même si ce prélat n'est pas toujours très tendre envers le gouvernement, a toujours de mauvaises intentions, mais je crois que le président Paul Biya reste tout à fait cohérent vis-à-vis de lui-même, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que d'un côté, il tend la main, de l'autre côté, tous ceux qui vont mettre le désordre, qui vont détruire l'État, qui vont détruire les institutions, qui vont détruire les biens publics, effectivement, ils vont se retrouver face à la loi. Mais ceux qui veulent apporter le dialogue, ceux qui ont de bonnes idées, comme cette idée de la conférence anglophone, qui est en train de démontrer de bonnes intentions, il est clair certainement, je ne suis pas membre du gouvernement, encore plus quelqu'un qui est certainement dans le gouvernement, mais je dis, si ils ont montré toutes les garanties qui démontrent qu'il y a eu la bonne foi, je crois qu'ils peuvent, n'est-ce pas, être accompagnés. Mais je dis encore, il faudrait qu'entre eux-mêmes encore, qu'ils puissent vraiment s'entendre, parce que ce qui inquiète
c'est le problème où les uns ont les armes. Moi, je m'attendais que avant cette conférence anglophone, que certains puissent déposer les armes et viennent à la... Il y a toujours la violence. Oui, que certains puissent déposer les armes et qu'ils viennent, n'est-ce pas, à cette conférence pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter, j'allais dire leur idée, apporter leur solution pour que la guerre... Mais malheureusement, j'ai même l'impression que cette crise anglophone encore est même encore un motif pour qu'il y ait encore du désordre de leur côté. Et là, je crois que les Camerounais commencent à comprendre que ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire véritablement vicieuse qui est là pour nuire. Ok, et il y a cette idée, hein, vous m'avez dit, lorsqu'on préparait cette émission, que l'idée est là, elle est bonne, elle est appréciable, mais comment comprendre qu'en interne, qu'il y ait cette opposition? Finalement, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas résoudre le problème? Bon, moi je pense que c'est la société humaine. Et qu'on menace même les convenances comme... C'est ça, non, Elie Smith? C'est la société humaine et nous ne pouvons pas, avec un regard extérieur, vouloir questionner tout. Le peuple anglophone, bon, je disais, ceux qui ont pris les armes et qui parlent de l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest au nom de l'Amazonie connaissent entre eux des personnes crédibles, capables de les représenter. Maintenant, il faudrait qu'on questionne d'abord l'objet de la conférence pour savoir ce qui se passe exactement. La conférence a pour but de questionner les origines de la crise anglophone afin de tenter d'y apporter des solutions. Ça veut dire que ceux qui ont les armes et qui ne veulent pas sortir de la brousse, pour moi, ne sont pas forcément concernés parce que je vous avais dit ici sur le plateau il y a quelques mois, c'était avant les élections, que dans la zone anglophone, il y a des bandes armées qui ne sont même pas reconnues par ceux-là qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre et qui se font appeler leaders de la cause anglophone. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, les groupuscules secrets, ils s'opposent parfois entre eux, parfois pour des questions d'intérêt, parfois pour des questions de positionnement. Et comme j'avais dit, il y a des personnes qui entrent dans la guerre parce qu'elles ont faim et ont juste besoin de manger. Donc l'opposition vient du fait qu'il y a un ensemble. Il y a certaines personnes du côté, je dirais, des combattants de l'Amazonie et qui commencent à croire que parmi ceux qui veulent organiser la conférence générale anglophone, il y a ceux qui sont beaucoup plus proches du régime de Yaoundé et ils n'aimeraient pas le voir sur la table parce qu'ils les considèrent justement comme des traîtres. Vous savez, il n'est pas le seul. On a le Tchemani Nyonfundi qui a été plusieurs fois menacé. On a certains leaders politiques qui ont participé à la dernière élection qui ont été plusieurs fois menacés. Ça veut tout simplement dire que les groupes radicaux, les groupes les plus radicaux aimeraient que la question soit déposée sur la table par les radicaux. Or, l'objectif du prélat Christian Toumi et autres, c'est d'abord de questionner les origines de la crise. Est-ce qu'elle a une origine politique? Est-ce qu'elle a une origine anthropologique? Est-ce qu'elle a une origine historique? Est-ce qu'elle a une origine sociopolitique? En fait, quelle est la cause de la crise anglophone? Et je pense que les Amazoniens devraient à un moment donné, si eux, ils ont besoin que la crise prenne fin, accepter d'abord qu'on aille à la conférence et à la sortie de la conférence, ils pourront se faire l'idée sur qui était qui durant cette conférence et qui voulait exactement faire quoi. Parce que c'est quand même surprenant que l'opposition vienne de l'interne, mais je peux comprendre parce que lorsqu'on forme des groupes, il y a toujours ce manque de confiance, il y a des personnes qu'on soupçonne, c'est pas seulement une affaire du peuple anglophone, c'est comme ça que les groupes s'organisent dans la société. Même au sein de nos partis politiques, il y a des personnes qui ne représentent pas réellement le parti, même s'ils parlent sous la bannière du parti. Ok. Elie Smith, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Bon, ce qu'on nous reproche, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ici, je n'ai rien à cacher. Oui. Avant ces réunions, ou avant la tenue de cette conférence, nous avions pris la peine, contrairement à ce que vous dites, de contacter tout le monde. Oui. Je peux vous donner les noms. Oui. Et même maintenant, dans les groupes armés
reconnus par le gouvernement fédéral d'Ambazonie. Il y a environ 5 qui sont reconnus. Tous les chefs là, moi je les ai contactés et ils ont parlé avec le cardinal. Le problème, le problème est ceci, je crois que c'est M. Luther qui a dit, il y a un problème de positionnement. Il y a des gens qui pensent que à force, ils sont devenus officiellement ou d'une manière officieuse l'interlocuteur du gouvernement. Et que maintenant, si on organise un nouveau, s'il y a cette anglophone General Conference, il paraît qu'il va émerger d'autres interlocuteurs. Ça, c'est la première chose. Secondo, eux, ils disent que ceux qui sont un peu normaux disent que ça, si on organise ça va faire la 3e fois qu'on a organisé la première, la deuxième, et que les propositions de la deuxième n'ont jamais été prises en compte. C'est vrai. Mais nous disons que les contextes ont changé. Et nous sommes constants. L'origine de ce problème est premièrement l'infidélité avec la loi fondamentale de 1961. Mais nous croyons aussi qu'à un certain moment, on peut s'asseoir, on discute. Donc là-bas, c'est quoi? On va interroger des gens, mais nous sommes aussi conscients qu'on ne peut pas trouver un problème d'une manière sectionnelle. C'est sur l'ensemble du Cameroun qu'on doit trouver. Ça veut dire que les propositions qui vont venir là-bas, nous allions les soumettre au président de la République. Quel qu'en soit le cas, il est toujours le président de la République, légalement, internationalement reconnu, on ne peut pas refuser. Donc le problème, c'est qu'il y a cette compétition. Mais autre chose que j'ai aussi compris, qui arrive partout, c'est aussi l'amateurisme. Il y a des gens, ça me fait rappeler, c'est un ami qui ne va pas se fâcher, ça me rappelle un peu Bakayoko en Côte d'Ivoire. Ibrahim Bakayoko. Vous savez où le général Ouattara aujourd'hui. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, monsieur le ministre, dit Ouattara, le militaire qui est le chef d'état-major. Vous savez que dans les conflits, ça fait souvent que des gens dans le monde normal, ne devaient pas accéder à quelque chose par leur bravoure ou par la force des choses, ils sont au devant de la scène et ils n'ont pas cette maturité. Moi, je les ai dit, parce que quand quelque chose se passe, prenez l'exemple ailleurs. L'une des autres raisons est qu'ils disent qu'il fallait qu'on libère tous les prisonniers politiques, y compris le président de la République fédérale d'Ambazonie, Ayub Sissoko. Moi, je les ai dit que c'est vrai. C'est normal ce que vous dites, mais vous deviez apprendre ailleurs. Je les ai donné un autre exemple. Monsieur Abdullah Öcalan, qui est le président du PKK. Lui, il a été capturé à Nairobi avec l'aide de CIA et on lui a amené à Ankara. Ça n'a pas empêché que le PKK rentre et négocie avec Ankara. Et il y a d'autres qui sont légalistes. Il y a d'autres que moi je ne les appelle pas des terroristes, parce que vous savez, le terroriste de l'autre, c'est le combattant de la liberté de l'autre. Je leur ai donné cette cas. Je leur ai donné encore le cas de Marwan Barghouti, qui est populairement connu comme le Nelson Mandela palestinien. Mais il est toujours en détention. Donc moi je leur ai dit que quand vous voulez quelque chose, vous devez vous montrer normal, légaliste et aller au pas à pas. Donc je crois que, mais beaucoup d'entre eux même à partir de maintenant, il y a des gens qui commencent à dire non, mais nous croyons, on croit que d'autres ont été un peu excessifs. Donc moi je crois que c'est aussi l'ignorance. Il faut aussi comprendre qu'il y a aussi le traumatisme que beaucoup ont eu vu tout ce qu'ils ont eu pendant les 2 années qui ont écoulé. Donc je pense que pour une négociation ou une conférence, nous n'avions pas besoin d'avoir 1 millier de personnes. On a besoin d'avoir des gens représentatifs. Et ceux, par exemple, qui considèrent qu'ils sont collaborateurs, disent non, monsieur. Je crois que beaucoup d'entre eux accusent Dr Mounzou, qui est fou, qui est faux. Dr Mounzou n'a pas eu du travail aux Nations Unies à cause de l'aide du gouvernement camerounais, c'est faux. Il a eu une procédure normale et il a été aux Nations Unies. Mais leur reproche à Dr Mounzou est que ils se disent que Dr Mounzou avait l'expérience qu'il a eue. Secrétaire général adjoint aux Nations Unies, il devait faire cette cause avec lui. Mais M. Mounzou, c'est un gradualiste et légaliste. Il comprend comment le monde marche. Donc voilà le problème que nous avions. Nous avions des gens, je comprends, ils sont traumatisés par ce qui s'est passé. Mais ça ne nous gêne pas du tout. Moi, je suis conscient. J'ai cette expérience.
que j'ai rencontré beaucoup de groupuscules, des gens armés qui font ça. Donc moi je les ai conseillés, je les ai même donné l'exemple pour conclure. Oui. J'ai parlé de Jean-Marie Tjibaou. Oui. Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie. Il était ce qu'il était. Mais quand Jean-Marie Tjibaou a été tué à Nouméa, en mai 89. Exactement. Après, les successeurs de Jean-Marie Tjibaou ont vu que c'était nécessaire de discuter avec Paris. Et le résultat, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu droit à 3 référendums. Un a déjà eu lieu, il y aura 2 avant 1922. Donc, avant 2022. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Ils n'étaient pas habitués. C'est comme aussi les francophones camerounais. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pour moi, je ne suis pas du tout gêné. Je comprends que c'est tout à fait normal ce qui se passe. Ils n'ont pas l'expérience. Ok. Sur ce plateau également, Abel Libi-Lobé. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Outou. Voilà, bienvenue. Vous êtes arrivé là pendant qu'on parle de ce problème. Il y a Eli Smith sur ce plateau. Le docteur Simon Mouzou a présenté sa démission. Il nous a fait comprendre que le cardinal Toumi également est menacé par une branche des sécessionnistes. Comment comprendre que, en interne, qu'il y ait cette opposition par rapport à la conférence générale anglophone? Il ne faut pas que le problème soit résolu. C'est la preuve que ceux qui envisageaient d'organiser cette espèce d'association informelle qu'ils veulent ériger par une espèce de manipulation des consciences en institution camerounaise à travers laquelle on prétendait à pouvoir obtenir des représentants de la communauté anglophone à l'effet de les envoyer éventuellement discuter dans le cadre du... Mais c'est justement parce que le gouvernement a toujours dit qu'il n'y avait pas d'interlocuteur. Le gouvernement n'a rien dit à personne. Il a dit ça où? Vous avez entendu? Comment ça? Vous avez entendu quelle autorité du gouvernement du Cameroun dit qu'il n'y a pas... Donc c'est une invention, là? Ben, c'est de la spéculation de ceux qui se mêlent d'une affaire dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, au seul motif que les plateaux de télévision sont ouverts à tout le monde. Vous avez entendu, le Cameroun est un État organisé jusqu'à preuve du contraire. Il y a des gens qui portent officiellement sa parole. Et ceci en toutes circonstances, à l'intérieur comme à l'extérieur. Qui avez-vous entendu des autorités camerounaises qualifiées dire qu'il n'y avait pas d'interlocuteur? Interlocuteur à quoi? Interlocuteur de quoi? Interlocuteur pourquoi? Les autorités camerounaises ont dit qu'il y a une crise sécessionniste. Et pour cette crise sécessionniste-là, il n'y a pas de discussion. On discute avec les sécessionnistes de quoi? On va s'asseoir sur une table pour discuter de la façon dont on va découper le Cameroun. Où sont ceux qui sont anglophones et qui ont autre chose que le sécessionnisme? Qui sont-ils? On vient d'une élection où ceux qui avaient un projet de société pour le Cameroun, différent de celui qui est contenu dans la Constitution, ont eu droit à la parole. Ils ont été aux élections. Ils ont exposé leur point de vue. Ils ont été battus. La campagne électorale est terminée. Les élections qui viennent de cette année... Le président justement dit dans son discours que beaucoup, ils n'ont pas pu aller voter parce, du fait de ces sécessionnistes. Mais il a reconnu. Mais ce n'était pas un vote pour les anglophones. Mais il reconnaît, le président a reconnu que les anglophones ne sont pas allés voter. Mais je dis bien que lui, il n'y avait pas un problème au Cameroun où les anglophones étaient les gens qui devaient aller voter. Il y avait un problème au Cameroun, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui est organisée. Les anglophones qui sont au nord, au sud, au Cameroun, à l'est, etc., qui sont là-bas pour des tas de raisons, se sont exprimés. Ils ont voté. Qu'il y ait une partie du Cameroun où et des francophones et des anglophones qui y résident n'aient pas pu voter, ne change pas la nature du principe. Le principe, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui s'est déroulée où la question de la forme de l'État a été introduite, au forceps d'ailleurs, dans le débat. Parce que n'oubliez pas que la loi au Cameroun interdit toute organisation qui remet en cause la forme de l'État. Et la forme de l'État a été remise en cause à l'occasion de ces élections. Certains partisans du fédéralisme ont d'ailleurs dit que cette élection-là était une forme de référendum entre la poursuite de l'État unitaire tel que les pères fondateurs nous l'ont laissé,
avec les améliorations subséquentes, c'est-à-dire la décentralisation et le retour au fédéralisme. Les débats sont clos, l'élection est close, les fédéralistes et tous ceux qui allaient dans ce sens ont été battus, et de la pire des manières. On veut par la force et une espèce de forceps nous amener à une discussion qu'on dit être une discussion avec des sécessionnistes. Qui vous a dit que les sécessionnistes veulent une autre forme de l'État? Est-ce que vous ont dit ça où? C'est les sécessionnistes qui organisent la conférence générale. Mais alors, le problème de la conférence, qui a reçu mandat de qui pour organiser une assise? La Haute Anglophone Conference est une organisation qui n'engage que ceux qui la font, qui la mettent en place. Ce n'est pas une institution camerounaise. C'est une association de droit privé. On sait pourquoi les résolutions n'ont jamais été appliquées. Ça veut tout simplement dire que les gens doivent faire attention avec cette propension excessive à faire fonctionner l'État de manière informelle. L'État du Cameroun n'a demandé à personne d'organiser une conférence des anglophones à le fait de désigner qui que ce soit. Je termine sur cette question en disant que les modes de représentation au Cameroun définis par la Constitution sont clairs. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est les conseils municipaux, c'est la présidence de la République. Ceux qui exercent la souveraineté nationale, c'est le président de la République et les membres du Parlement. On ne peut pas envisager, au moment où nous allons à l'élection présidentielle, aux élections législatives, au moment où, constitutionnellement et légalement, les populations de toutes les parties du Cameroun vont devoir désigner légalement et légitimement les représentants du peuple camerounais, envisager une organisation informelle qui va s'asseoir, qui va désigner sa part de représentants du peuple anglophone pour venir, on ne sait pas très bien, faire une conférence avec qui? C'est pas une conférence. Le président de la République n'a demandé à personne. Le cardinal Toumi a dit qu'il va porter lui-même les propositions. C'est bien cela, Elie Smith. Il porte les propositions à qui? Au président de la République. Il lui a demandé ça. Non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de le demander. Puisqu'il y a tellement de morts. Il y a beaucoup de morts depuis 2 ans. Ce n'est pas le fonctionnement informel qui va nous faire sortir d'une guerre que les sécessionnistes qui n'ont rien demandé aux anglophones. Ceux qui ont lancé cette affaire de sécession, ils n'ont rien demandé aux anglophones. Ils n'ont pas consulté les anglophones. Ils se sont organisés en une bande. Ils ont trouvé les armes là où ils ont pu les trouver. Ils ont décidé d'engager une guerre civile au Cameroun. Ils n'ont pas consulté Elie Smith. Je suis désolé de voir un monsieur tous les soirs sur les plateaux de télévision parler. On ne sait pas très bien au nom de qui tu parles. Au nom de qui tu parles. Parce qu'il faut à un moment donné que les gens qui parlent, leurs paroles engagent. Et quand ils parlent des sécessionnistes qui ont dit ceci. Il est qui pour eux? Non. Si voici le représentant des... Non, je vous en prie. Voilà. C'est pas ça. Il est le porte-parole de la conférence générale anglophone. Qui se tient du 21 au 22 novembre. La conférence générale anglophone n'est pas une institution camerounaise. Le ministre Tiroma a dit que toutes les initiatives allant dans le sens de la paix sont les bienvenues. Peu importe. Oui. C'est le porte-parole du gouvernement. Quand j'écoute M. Limbi Lobert, je me dis que aujourd'hui certains de nos grands frères sont la forme achevée du modèle de gouvernance occidentale qui utilise la force et la violence à toute position. Moi je pense quand même que moi je suis un Bantou et chez nous les Bantous, lorsqu'il y a un problème dans le pays, il y a des personnes qui portent les voix, pas peut-être parce qu'on leur a donné mandat, mais juste parce que la société les considère quand même comme des leaders. Nous avons au Cameroun, par exemple, Samuel Eto'o, quand il ouvre sa bouche pour parler, il y a quand même un ensemble de Camerounais qui peuvent rester tranquilles juste parce que Samuel Eto'o fils a demandé il faut rester à la maison. Nous avons vu lors de la crise en Côte d'Ivoire des musiciens comme des Douk Saga qui ont calmé plusieurs manifestations alors que personne ne leur avait donné mandat. Ça veut tout simplement dire que condamner une initiative qui a pour objectif de tenter de trouver des solutions à une crise qui dure depuis 2 ans et qui fait beaucoup de morts et du côté de la population que du côté de l'armée serait pour moi
un cynisme. Un cynisme dans la mesure où M. Limbi-Lobe nous dit que les bandes armées qui sont entrées au maquis, je préfère dire ça comme ça, n'ont pas demandé l'avis des anglophones. Ce qui est une chose bien dite. Mais cependant, la conférence n'est pas intitulée Conférence des ambazoniens sous la forme de l'État. Elle est intitulée Conférence anglophone, générale anglophone, avec pour objectif de questionner les origines d'une crise qui dure depuis 2 ans. Je pense que ne serait-ce que pour ceci, on n'a pas besoin d'attendre Monsieur le Président de la République, on n'a pas besoin d'attendre le Parlement, on n'a pas besoin d'attendre les ministres. D'ailleurs, que Monsieur le Président de la République, lui-même lors de la prestation de serment, a donné un mot sur cette conférence et que le ministre de la Communication qui porte la parole du gouvernement disait lui-même que toute initiative entreprise dans le but de pacifier le Cameroun serait la bienvenue. Ça veut tout simplement dire que je peux aujourd'hui décider de m'organiser peut-être en tant que société civile et dire, parce que moi je suis Camerounais, c'est moi qui constitue l'État, c'est vous qui constituez l'État, donc nous constituons tous l'État du Cameroun. Donc nous avons le droit à la parole, à la réflexion sur ce qui concerne l'État du Cameroun, parce que quand ça fait mal là-bas, ce n'est pas une affaire des anglophones uniquement. Les soldats qui vont là-bas sont nos frères. Les conséquences que nous voyons de façon directe sur l'économie ne touchent pas seulement la zone anglophone, mais l'ensemble du peuple camerounais. D'où tout Camerounais peut prendre la parole et dire: nous pensons que pour la résolution de la crise anglophone, on peut faire ceci, on peut faire cela. Maintenant, pour ce qui est des bandes armées, il ne faudrait pas que nous essayions de nier la responsabilité de tout Camerounais dans le problème anglophone, dans la mesure où nous n'avons pas été capables de gérer la crise au début, et elle a engendré ce que nous voyons aujourd'hui, le radicalisme ou la radicalisation des bandes armées, qu'on aurait dû peut-être, parce que dans chaque société, il ne faudrait pas que nous faisons comme si, je dirais, les velléités sécessionnistes est une exclusivité camerounaise. Non, elle n'est pas une exclusivité camerounaise, la sécession. On a vu dans plusieurs autres pays, et que le rôle de l'État, c'est de savoir qu'il y a des menaces qui pèsent dans chaque État, sur le plan interne que sur le plan externe. Et pour ce, on doit souvent prendre des dispositions pour ne pas pousser un ensemble d'individus dans le maquis pour après leur attribuer la quasi-totalité de la responsabilité de la déchéance de notre pays. Je parle alors pour terminer, je dis ceci. L'initiative de la conférence générale anglophone, jusqu'à présent, à moins que quelqu'un ait d'autres preuves qu'il y a des missions sous-jacentes, je pense que jusqu'à présent, l'idée est claire. Identifier les causes de la crise anglophone. Et comme on le dit souvent, parce que M. Limbi-Lobe tente de nier, il y a quelque chose qui se dit partout, et même par les autorités, que avec qui allons discuter sur le problème anglophone? On ne discute pas avec les sécessionnistes, certes. Et si les sécessionnistes décident de ne pas déposer les armes, doit-on discuter avec d'autres anglophones pour trouver une solution, ou allons-nous continuer dans l'option de la guerre, quitte à ce qu'on finisse par éradiquer les sécessionnistes? Elie Smith, Abel Limbi-Lobe dit que le président ne vous a pas donné mandat, mais je crois également qu'il est au courant de ce que vous faites depuis plus de 5 mois. Il n'a pas interdit votre action non plus. Le président de la République? Non, oui. Il n'a pas interdit. Et bon, je n'ai pas ici, je ne suis pas pour répondre aux réactions de M. Limbi-Lobe. Je réponds aux questions que vous me posez, et puis je pense que j'ai dit au début, et je maintiens, le problème est peut-être allé à l'excès. Mais l'origine du problème que nous avions aujourd'hui, c'est l'infidélité avec la loi fondamentale de ce pays. Et que, on peut peut-être même mettre ça à côté, quand la crise s'y a commencé, elle n'était pas militarisée. Oui. Et tout ce que ceux qui ont commencé voulaient, c'est quoi? Respecter quand même la constitution de ce pays, dont le système éducation anglophone et le système légal qui n'a jamais été respecté. Est-ce que vous trouvez normal que quand vous arrivez à Buea, à Mountain Hotel ou à Parliamentarian Flats, que tous les écritures qui sont en français, quand c'est un pays anglophone? Donc il y a un problème fondamental, qu'il y a des gens qui ne regardent pas, qui refusent
Mais la cécité n'est pas un problème particulier des autres. Il y a des gens qui refusent de voir. Nous ne sommes pas, moi en particulier, que je porte l'organisation que je représente, je suis droit dans mes bottes. Ok. L'essentiel est que nous voulions trouver une solution parce que ça fait 2 ans, ça va de mal en pire, hein, et que, je crois que lui l'a bien dit, le problème sécessionniste n'est pas un problème camerounais uniquement. Elle a été dans beaucoup de pays au monde. Il y a eu des méthodes utilisées pour résoudre. Beaucoup d'entre nous parlons aujourd'hui du Canada comme un exemple. Les Canadiens, à l'origine, les Québécois, étaient des sécessionnistes. Le bloc québécois, dans un pays civilisé, quand il y a un problème, on s'assoit, on discute, on dit, monsieur Meka veut ceci, non, vous ne pouvez pas en avoir, et on trouve des solutions. Ce n'est pas la violence qui résout le problème. La violence appelle la violence. Donc, nous sommes des gens qui respectons la République, nous sommes légalistes, mais voilà pourquoi nous avions décidé d'organiser quelque chose pour trouver comment résoudre le problème. Oui. André Victor Meka, pourquoi dans l'esprit de certains, beaucoup pensent qu'il y a un agenda caché derrière cette conférence? Bon, disons que M. Elimi Lobé a posé un certain nombre de principes qui sont des principes... Moi, je n'ai pas entendu les principes qu'il a posés. Hein. Non, je dis sur le plan réglementaire, qui sont des principes vrais. D'abord, le problème, c'est qui les a mandatés. Il faut forcément qu'ils soient mandatés? Non, j'en viens. Qui les a mandatés? Pour parler de quoi? Si c'est la forme de l'État, le principe est clair, la Constitution n'accepte pas de discuter sur la forme de l'État. Et ce sont des principes très légalistes. Je vais entrer du terme. Vous avez lu la première sortie des Conveners le 25 juillet dernier? Qui parlait de? Il parlait du but de cette conférence générale. Oui, mais bien sûr, j'ai lu. Est-ce qu'on fait mention de la forme de l'État là-dedans? Faut pas être naïf. Non. Mais je sais pourquoi je vous pose la question. Non, moi j'ai d'autres informations. Nous avons la chance d'avoir Elie Smith sur ce plateau. Oui. Bon, donc tout n'était pas dans le forme. L'information que vous aviez, dites-le, et je veux, si c'est vrai, ne cachez rien. Donc on ne va rien se cacher aujourd'hui. Oui. Si vous avez une information cachée. On a moins d'une semaine de la conférence générale. Dites-nous l'information que vous aviez. En fait, ce que je voudrais dire ici, je ne voudrais pas aller dans leur organisation, parce que je ne suis pas venu pour imposer quoi que ce soit. Okay. Mais dans chaque organisation, pour tous ceux qui connaissent les organisations, il y a ce qu'on appelle le discours officiel et le discours officieux. Ça, c'est stratégique dans les organisations. Il faut seulement, pour les naïfs, pour croire à ce que les vrais débats vont se faire en public et que les vraies doléances, ce dont on a besoin, n'est-ce pas, va se faire en public. Ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que, contrairement à M. Elimi Lobé, moi, je suis en train de les suivre, puisque je sais qu'ils n'y arriveront pas. Et moi, je suis fier aujourd'hui, mais c'est avec toute aise que je participe à cette émission, puisque cette émission est en train de démontrer aux Camerounais, effectivement, que le problème anglophone est un problème, n'est-ce pas, alimentaire. C'est les taux de la mendication. Comment pouvez-vous penser qu'un prélat et que quelques fils anglophones se réunissent pour dire qu'eux, ils vont faire une conférence, appelons cela un brainstorming, où on va essayer de comprendre les problèmes, et qu'ils sont matraqués, persécutés à mort, jusqu'à ce qu'il y ait des démissions. Vous allez comprendre que ce n'est que les taux de la mendication, c'est le problème alimentaire. Et peut-être que je ne serai pas un prophète de mauvais augure, mais j'ai peur que ça n'aboutisse à rien. Que ça n'aboutisse à rien, pourquoi? Parce que les clivages étanches sont fixés pour pouvoir se nourrir de cette crise. Et comment ils veulent se nourrir de cette crise? C'est tout simplement simple. Hein? C'est-à-dire que la crise est nourrie du fait que des gens veulent se positionner en interlocuteur valable du problème anglophone, être alimentés en forme sur le plan financier et pouvoir discuter sur les ressources naturelles du Cameroun dans la zone anglophone. Et toute personne qui va interférer à cela sera détruite, sera persécutée par les siens. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis fier de vous dire aujourd'hui que cette conférence-là, moi, j'aimerais qu'elle aboutisse. Moi, je ne voudrais pas dire comme M. Abel Elimi Lobé, qui dit pourquoi. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils vont se bouffer entre eux et les Camerounais vont comprendre qu'effectivement, cela, ce n'était pas pour la cause du Camerounais ou même pour la cause anglophone. C'était pour des causes personnelles. Et je crois que les signes avant-coureurs de cette façon d'être, de cette manière de penser
pour soi, est en train de se manifester dans cette organisation. Vous savez pourquoi la tripartite a échoué? Quand le président, voici le discours du 11 octobre 1991, où le président Biya appelle à la tripartite et définit en tant que chef d'État ce qu'il veut qu'on fasse dans la tripartite. Il dit, j'ai donc demandé à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'organiser au plus tôt une rencontre. C'est lui qui demande. Ça veut dire que ce que vous allez faire d'État, ça l'engage. Il dit d'organiser une rencontre comprenant des représentants de tous les partis politiques, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences et leur objectivité, des représentants des pouvoirs publics. Et il précise le cadre. Il dit cette rencontre devra mettre sur pied des commissions mixtes qui seront chargées 1. De préparer un avant-projet de code électoral, 2. De définir les modalités d'accès aux médias publics pour tous les partis politiques. Ouais. Voilà ce qu'il a dit de faire. Il définit l'ordre du jour. Il a défini l'ordre du jour. Il a défini les missions. Qui vont l'engager? Quand les gens se sont retrouvés, ils ont décidé de faire autre chose. Parler de la Constitution, modifier la Constitution, et patati et patata. Il n'a dit à personne, ne faites pas. Quand quelqu'un vous gouverne, il est votre chef, sachez comment il fonctionne. Les gens se sont réunis, ils ont écrit toutes sortes de choses, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. À la fin, il n'a retenu que ce que lui, il a dit de faire. Le code électoral et l'accès des partis politiques aux médias. Le reste, jusqu'à aujourd'hui, ça ne l'a pas engagé. Il est là. Vous venez dans une affaire. Des gens sont sortis, on ne sait d'où, demandent la sécession du Cameroun, la partition du Cameroun. Puis, vous avez une horde d'individus qui se greffent autour d'une revendication sans qu'on ne sache très bien qui ils sont. Chacun vient, il parle, il parle, il parle. Depuis que cette affaire a commencé, le chef d'État a déjà parlé 2 fois. Il a parlé le 31 décembre 2017. D'abord 2016. Il a dit qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État. Que les gens peuvent parler de tout, mais que la remise en cause de la forme. J'ai son discours ici. Il est revenu en 2017. À la fin de l'année de 2017, il conclut son discours en disant que sachons rester dignes de l'héritage reçu. L'héritage reçu, c'est l'État unitaire. Il revient dans sa prestation de serment, dans son discours de politique générale. Il rappelle que tout se fera dans le cadre des institutions. Les institutions, ce n'est pas la All Anglophone Conference. Il n'y a pas d'institution comme ça ici. C'est une organisation de droit privé. Quelles que soient les bonnes intentions que vous voulez avoir, ne déstructurons pas l'État au motif qu'il y a une crise, je peux contribuer. Quand vous n'êtes pas un interlocuteur officiel, vous êtes un interlocuteur officieux. Un interlocuteur officieux ne vient pas à la télévision. Un interlocuteur officieux ne parcourt pas, n'occupe pas les plateaux parce qu'il n'a pas de mandat. C'est le mandat qui te donne la qualité légale et légitime. Les bons offices existent partout dans le monde. Quand on a arrêté le fils d'Abdoulaye Wade au Sénégal, les bons offices sont venus du Koweït. Vous n'en savez rien du tout. Quand la communauté Santé Didio a géré l'affaire entre les Palestiniens et les Israéliens, Yasser Arafat et Isaac Rabin, personne n'a rien su de ça. Parce que Santé Didio n'a mandat de personne.
C'était quelqu'un qui faisait, c'est une communauté, c'est des gens aguerris dans la médiation, tout ce que vous voulez, mais vous les avez vus nulle part. Qu'est-ce qui vous dérange, le fait? Ce qui me dérange, oui, c'est cette horde d'interlocuteurs qui sont sur les plateaux de télévision, soi-disant pour organiser une conférence, en effet de désigner des représentants de la communauté anglophone, soi-disant pour éventuellement avoir des interlocuteurs que la partie francophone ou le gouvernement aura dans une conférence. Le président de la République ne vous a pas dit qu'il va faire une conférence. Il ne vous a pas demandé de désigner des anglophones, des interlocuteurs. Vous-même qui voulez désigner ces gens-là, ou vous-même qui voulez faire asseoir des anglophones, pour soi-disant réfléchir sur les causes de la crise anglophone, les anglophones ne se... Mais pourquoi il ne siffle donc pas la fin de la récréation? Il ne siffle pas la fin de la récréation parce que pour lui, c'est des actions qui n'engagent que ceux qui les mènent. Tant que ces actions ne perturbent pas l'ordre public, mais monsieur Otou, si vous décidez que nous allons nous réunir tous les soirs pour boire nos bières et discuter de la crise anglophone, qu'est-ce que ça fait à monsieur le président et à son gouvernement? Ça veut dire que la crise anglophone ne détourne pas l'ordre public. Monsieur Lemilobé, vous êtes champion vraiment de la roubladise. Vous dites que la crise anglophone ne détourne pas l'ordre public. Voilà deux régions où la vie est devenue quasiment impossible. Mais vous êtes plus sensible que les autres. Que ça détourne l'ordre public. Je n'ai pas parlé d'ordre public. Vous avez entendu parler d'ordre public là? Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est ça que j'ai dit. Attends, vous l'avez entendu parler d'ordre public? Non, c'est ce que vous avez cru comprendre. Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Moi, je vous ai écouté. Souffrez que les gens disent ce qui ne va pas dans le sens de votre culture de l'improvisation. Le Cameroun a des institutions. Et il va avoir... Justement, les institutions n'ont rien fait depuis 2 ans. Non, qui vous a... De quoi? Mais les gens continuent de mourir. Attendez, la crise sécessionniste casamançaise a duré 40 ans. C'est pour autant que les institutions sénégalaises ne faisaient rien. N'a pas raison, vous le savez, non? La crise sécessionniste en Turquie, avec ce fameux PKK, ça dure depuis combien de temps? Au Cachemire, vous croyez que le gouvernement indien ne travaille pas à ça? Et vous voulez qu'on importe ces éléments-là chez nous? Je veux que les gens laissent les institutions faire leur boulot. Et qu'on ne se substitue pas aux institutions. C'est de ça qu'il est question. D'un pays qui marche, qui a des règles de fonctionnement. Les représentants du peuple camerounais ne se désignent pas en dehors des élections législatives et municipales. Toute autre forme de représentation relève de l'improvisation, relève de l'informel, relève justement de la tête à l'ordre public. Vous allez désigner des gens. Et si le président de la République et le gouvernement vous disent demain qu'ils ne se reconnaissent pas et ne reconnaissent pas vos gens que vous avez désignés dans votre conférence, qui ne vous ont jamais demandé de tenir une conférence, qui ne vous ont jamais demandé des interlocuteurs, parce que les interlocuteurs, s'il doit y en avoir, et si débat il doit y avoir sur le fonctionnement de notre pays, la crise anglophone dans une partie, il y a un cadre institutionnel où cela doit se faire. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est là-dedans. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision et dans ce que M. Toumi imagine. Non, ce n'est pas la conférence générale anglophone ici. Hein. Voilà, la conférence anglophone... Parce que vous faites que parler du plateau. Oui, mais je vous parle, je vous dis donc que vous, quand vous nous donnez la parole, oui, parce que vous-même, vous nous donnez la parole dans un cadre institutionnel bien précis, qui vous a habilité, d'accord, qui a habilité une organisation privée qu'on appelle la All Anglophone Conference, qui n'a reçu mandat d'aucun anglophone pour s'asseoir et faire des propositions de solutions au gouvernement. Qui a donné ce mandat? Or, tout ce qui se passe en dehors des mandats est sujet à remise en cause. Ce que M. Smith, qui vient ici faire l'apologie d'une organisation informelle, que je considère d'ailleurs comme parasitaire, il est tout simplement en train d'agir pour aggraver cette crise. Je considère que tous ceux qui font ce genre de choses participent de l'aggravation de cette crise. Voilà. La preuve, c'est que voilà dans la conférence qui se prépare, et voilà déjà des voix qui s'élèvent dans la communauté anglophone contre ces gens-là et demandent que certains d'entre eux ne figurent même pas dans le schéma d'organisation et de mise en œuvre de cette conférence. Qui pouvait imaginer que M. Mouzou va démissionner sous la pression des gens qui sont dans l'ombre? Ok. Alors,
rapidement. Moi, je pense que, moi, je vous dis encore, je suis un Bantou. Dans une grande famille, lorsqu'il y a un problème et que papa continue de croire que son approche va résoudre le problème, et parmi les enfants, certains peuvent essayer aussi de dire à papa, voilà ce que nous avons pensé. Moi, je pense que la société africaine était de type pyramidal, mais allant du bas vers le haut. Ça veut dire que on commençait d'abord par respecter les clans, les villages, les royaumes, et ça qui débouchait sur l'empire. C'est pour cette raison qu'on a connu près de 12 000 ans d'histoire, sans prison, sans un type de problème. Alors cette façon dont Elioumi le président de la société est purement une société de type occidental qui aimerait que celui qui a pris le pouvoir de commander, commande contre vent et marée au nom des institutions, quitte à ce que cela déracine les pays à condition que l'État reste. Ok, merci. Bonsoir Cédric Noufelet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, dans un instant, le 20h, 2 ou 3 escales qui vont meubler cette édition du 20h. Ce soir, nous parlerons de la situation sociopolitique dans les régions anglophones. Après avoir touché du doigt la réalité, les organisations des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la dégradation du climat social et politique, mais surtout l'enrôlement des jeunes dans ce conflit armé entre des groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Nous évoquerons également le rapport de la Chambre des comptes sur l'exécution du budget 2017. Le projet de loi de règlement est en examen au Parlement et la Chambre des comptes déplore l'indiscipline budgétaire, mais aussi le surendettement du Cameroun qui peine à pouvoir payer ses différentes créances. Vous écouterez les différentes analyses de la Chambre des comptes dans le journal de 20h. Nous évoquerons un autre problème qui se pose avec acuité dans certaines villes du Cameroun, c'est la rareté des pièces de monnaie. Et tenez-vous bien, ces pièces de monnaie utilisées au Cameroun sont désormais vendues en ligne sur un célèbre site chinois. Comment en est-on arrivé là? C'est l'enquête du 20h ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour le débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Bonsoir, deuxième partie dans le débrief, toujours en compagnie de Abel Eli Bilobé, André Luther Meka, Eli Smith et Foting Zodou. Je commence avec vous, Foting. Encore une dotation véhicule pour nos autorités administratives. On se souvient encore, on a encore en mémoire la dotation de 2017. Bon, moi je pense quand même que les autorités administratives doivent travailler avec un minimum de confort, c'est de leur droit, parce qu'ils sont quand même ceux-là qui travaillent depuis un play. En tant que chef d'État, le problème c'est qu'à un moment donné, certaines voitures du gouvernement se retrouvent en train de transporter les régimes de plantain et la famille. On se pose alors la question de savoir si ce sont les voitures de service ou les voitures de famille. Quand même, lorsqu'on a un poste de responsabilité, on mérite quand même de travailler d'un minimum de confort. Ça permet de réfléchir aisément. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que pour le fait qu'on soit sous-préfet, on doit rouler dans la même voiture que le petit commerçant du quartier. Non, pour bien travailler, il faut un minimum de confort. Il faudrait alors que ces véhicules soient utilisés à bon escient, comme l'a dit le ministre Atangandi, et que à la prochaine campagne pour les municipales et législatives, qu'on ne retrouve pas ces véhicules sur les lieux de meeting en train de transporter les militants pour aller battre campagne pour le parti au pouvoir, parce que c'est ce que nous avons d'ailleurs décrié ici à la veille des élections. André Luther Meka, c'est l'utilisation qui est faite en dehors des missions. C'est normal, il pense que c'est normal que le chef d'État, on va l'appeler ainsi, soit dans un véhicule quand même qui reflète la fonction. Je loue son esprit de, j'allais dire, de clarté, oui. Son esprit de droiture, parce que, comme vous pouvez le constater, beaucoup de gens
pense que la voiture, c'est le luxe. La voiture est un instrument de travail, c'est un instrument de déplacement. Lui parle de confort, mais il y a la sécurité, mais il y a aussi la performance, parce qu'il y a des voitures qui n'arrivent pas à arpenter des collines, des reliefs assez drastiques. Donc, et vous pouvez savoir qu'un gouverneur qui a peut-être près de 4 départements, il doit faire le tour des départements, il doit arpenter même les routes les plus sinueuses, et il n'y a que les 4x4. Quand on dit 4x4, c'est par rapport à la performance, parce qu'il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de vitesses qui permettent d'arpenter toutes ces rues avec beaucoup d'efficacité. Et je crois que le ministre Atangandji, qui est un ministre de terrain, qui a une intelligence pratique, comprend ce que endurent les gouverneurs. Donc, je crois que on a parlé de 40 véhicules. Donc, ça veut dire que ça va au-delà des gouverneurs. Et c'est même aussi les préfets, peut-être aussi les sous-préfets. Et je crois que le Kalabila a parlé de certains de ces préfets, des sous-préfets qui n'ont pas. Voilà, qui n'ont pas de véhicules. Donc, je pense que c'est une dotation essentielle et le gouvernement ne fait rien pour rien. Je crois que c'est pour les prochaines échéances et tout ce qu'il y a comme travail sur le terrain. Donc, je peux dire que c'est essentiel de le faire, c'est essentiel qu'il y ait ces véhicules-là. Et puis, on ne peut pas empêcher que ces véhicules puissent, n'est-ce pas, transporter la famille. Je crois que c'est aussi pour cela. Il faudrait que lorsqu'ils se déplacent, qu'ils peuvent se déplacer avec la famille, avec, n'est-ce pas, des collègues lorsqu'il y a des urgences. Hein, c'est ça que c'est un véhicule. Donc, je crois que c'est... Vous oubliez, il a mentionné aussi la présence dans les meetings du RDPC. Bon, dernièrement, je n'ai pas trop vu ces véhicules dans les meetings du RDPC. Hein, j'ai pas trop vu. Vous voyez avant? Oui, bon, avant, il y avait certainement certaines voitures, tout à fait. Vous savez, quand quelqu'un sort du boulot, il faut absolument qu'il soit dans un meeting. Mais on ne peut pas empêcher un citoyen d'avoir une appartenance politique. Bon, pour moi, c'est un faux débat. Chacun a une appartenance politique. On ne peut pas interdire une élite, on ne peut pas interdire une autorité d'avoir une appartenance politique, même si les gouverneurs et les préfets doivent faire preuve de neutralité, même si en tant que citoyens, ils ont notamment des appartenances politiques. C'est justement ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire qu'on les voit parfois dans les meetings en tenue de commandement même. Oui, ils doivent être là pour assurer la sécurité, hein, et je crois que c'est tout à fait essentiel. L'autorité n'est pas seulement là pour appartenir au parti politique, il est là pour représenter les autorités. Il y a aussi qu'on ne les voit pas lorsque les formations de l'opposition font... Vous savez, dans le code électoral, il y a un article, hein, peut-être qui stipule qu'à chaque réunion, conférence d'un parti politique doit avoir un représentant de l'autorité administrative. Donc l'autorité administrative... Il choisit seulement d'assister au meeting du RDPC. Bon, il faut faire une étude, mais moi je crois qu'il y a... Vous avez déjà vu... Il y a parfois certains meetings du SDF où il y a les autorités administratives. Hein, pour assister ou bien pour autre chose? Pour assister, mais certains partis politiques, même il y a les autorités administratives. Monsieur Meka comprend bien la chose. J'ai parlé du transport même des militants dans les voitures. C'est quand même une bonne chose, hein, pour faciliter, comme a dit Fouting, la mobilité pour le travail, en fait, nos autorités. Mais oui, parce que nous avons... Cette dotation. Ben oui, parce que nous avons des régions que les routes ne sont pas bonnes. Hein. Oui. Vous avez tout dit, donc je n'ai pas d'autre chose à en ajouter. Oui, ok. Après, Libélobin, cette dotation... Je pense que c'est des détails. Oui. Moi, je dirais que c'est des choses sur lesquelles l'opposition ne devrait pas se pencher. Parce que si nous, et l'opposition arrivera au pouvoir un jour, il n'y a aucun pays au monde où l'opposition n'est jamais arrivée au pouvoir. Oui. Quand nous arriverons au pouvoir, nous n'allons pas laisser les privilèges légaux que nous avons prouvés. Nous n'allons pas changer les lois pour supprimer ces privilèges. Donc il ne faut pas faire ce genre de débat. C'est des débats éculés. On a brillé dans ce type de débat à une certaine époque. Nous devons tirer les leçons et comprendre que certains de nos discours ne sont plus d'actualité. On achète les véhicules pour les sous-préfets, l'opposition se met à râler partout. Est-ce que si nous on arrive au pouvoir, on ne va pas acheter des voitures de service pour les chefs de service, pour les directeurs? Il n'y aura plus de directeurs d'administration. C'est peut-être les coûts, c'est-à-dire que... Mais écoutez, le principe de la gestion optimum ou efficace et efficiente n'est pas posé à nous seulement.
Ce n'est pas la peine que l'opposition en fasse son fonds de commerce. Même les institutions financières demandent à tous nos États africains d'avoir une gestion rationnelle, d'avoir des coûts qui ne débordent pas. Parce que l'essentiel de nos ressources ne doit pas servir à financer le bien-être des fonctionnaires, qui ne sont que 180 personnes ou 200 personnes. Pardon, 180 000 ou 200 000 personnes. Ces 200 000 personnes absorbent 5 000 milliards sur les 5 500 milliards. Il y a bien un problème. On n'a même pas besoin d'être le Fonds monétaire international pour que le gouvernement lui-même sache que... Bon, donc, moi je crois que l'opposition, 26 ans de lutte, nos luttes ne doivent plus être ce genre de détails. Notre lutte, c'est on fait comment pour changer ce gouvernement. C'est ça notre lutte. On fait comment et avec qui? Parce que les échecs aux élections nous apprennent que on n'enlève pas Biya du pouvoir simplement parce qu'il a échoué. Non, c'est pas vrai. Il peut échouer, les gens le gardent au pouvoir. C'est ce que les résultats des élections nous montrent. Il peut échouer économiquement, politiquement, il n'y a pas, ça ne va pas. Mais les gens le préfèrent aux alternatives qu'on leur propose. Si ces alternatives sont plus mauvaises, c'est ce que les résultats des élections montrent. Donc nous devons nous efforcer à être des alternatives crédibles. Comme ça, l'échec va justifier que nous remplacions ceux qui sont là. Ok. Voilà, je voulais apporter une précision sur la loi sur la liberté d'association, notamment sur la liberté de manifestation. Oui. Effectivement, il est dit que l'autorité peut envoyer un représentant pour représenter l'administration dans une association. Donc je voulais dire que ce n'est pas le code électoral. Ok. Elie Smith, on a vu, c'est inquiétant, hein, les pièces de monnaie se font de plus en plus rares. Oui. On voit clairement d'où ça part. Les Camerounais préfèrent, on va le dire comme ça, vendre les pièces de monnaie? Non, pas que les Camerounais préfèrent. Une des raisons que les Camerounais, souvent, pas seulement les Camerounais, dans beaucoup de pays en voie de développement, n'utilisent pas les pièces, c'est dû à l'inflation économique. Donc souvent, c'est que c'est le gouvernement qui doit mettre les moyens pour que ces pièces doivent être utilisées. Parce que bon, il y a aussi des gens qui te disent, je crois un économiste a expliqué, quand on te donne 5 francs, tu dis que ce n'est pas important et puis c'est l'inflation qui le fait. Et autre chose, c'est aussi la faiblesse de nos États, parce que quand tout le monde le sait, même dans des casinos ici, tout le monde sait ce qui se passe. Donc je crois que c'est la faiblesse de nos États, mais surtout sur le plan économique. Parce que si on était capable et que l'inflation n'était pas si élevée, les monnaies des notes inférieures devaient avoir ces valeurs. Ok. André Luther Meka, sur cette situation, hein, on a vu, je crois il y a 2 semaines, sur ce même 20h, en Torbon, un monsieur qui a fait un fonds de commerce. On a vu plein de sacs du moins qui devrait rejoindre la Chine. Du moins, lorsque le métal a une valeur et le métal peut servir de matière première, automatiquement, ce métal doit être convoité et peut être convoité. Et ce qui fait la spécialité de la Chine aujourd'hui, c'est qu'ils ont trouvé en cela une matière première. Maintenant, il faudrait des alternatives. Il faudrait peut-être changer la matière ou tout simplement la convertir en billets ou peut-être aussi saisir les organisations qui font cela pour fermer le robinet. Dans tous les cas, ça devient extrêmement difficile parce que pour avoir acheté un produit aujourd'hui, il y a une rareté des pièces qui fait en sorte qu'il n'y a pas achat et cela peut amener, n'est-ce pas, une chute, une faillite. D'ailleurs, un économiste l'a dit, des entreprises qui participent de la création des richesses. Donc c'est un sérieux problème dont l'État doit se saisir, notamment couper le robinet, fermer le robinet à la source. Il faudrait que toutes ces organisations soient pistées et qu'on puisse les condamner. Parce que dès lors qu'on condamne, je crois qu'avec la crainte du gendarme, d'autres vont certainement arrêter. Mais la solution la plus idoine, c'est de remplacer ces métaux pour que cela ne puisse plus être la convoitise des réseaux tout à fait mafieux. Footing, c'est votre approche aussi? Il faut remplacer la pièce de monnaie?
pas forcément. On peut pas remplacer. Peut-être pas un métal peut-être pas un métal insignifiant. On peut prendre un métal insignifiant et qu'il devient aussi facile à reproduire, parce que dans l'histoire de la monnaie, surtout pour ce qui est des métaux, on prend souvent des matières qui ont une valeur parfois très élevée juste pour empêcher la falsification, en fait, dans la contrefaçon de cette monnaie-là. Le véritable problème de cette monnaie-là, ou de cette collecte de nos pièces de monnaie-là, c'est qu'il y a de cela 2 ans, je faisais une manifestation pour dénoncer la présence des petites machines sous forme de casinos installées même dans les établissements scolaires. Et puis, rassurez-vous, vous connaissez souvent comment ça se passe quand tu tentes de dire des choses et puis on pense que c'est toi qui veux troubler l'ordre public. Parce qu'il y avait 2 conséquences que j'avais décrites à l'époque. Je disais d'abord que cela entraînait les jeunes et les préparait au jeu au hasard de demain et qui devaient tous devenir des adeptes des casinos. Et une deuxième chose, parce que j'avais des amis à l'époque qui avaient installé les histoires là dans leur boutique et que de temps en temps, je partais là-bas, j'avais constaté que quand les Chinois qui avaient ces machines arrivaient, ils portaient le sac de pièces et puis ils partaient. Je me posé la question de savoir pourquoi ils ne remettaient pas directement à la boutique où était installée la machine pour changer contre des billets, parce qu'on sait que ces boutiques ont généralement un problème de pièces. Et j'avais dénoncé à l'époque que ces pièces ont une valeur supérieure même à la valeur de la monnaie qui est inscrite dessus et qu'on allait utiliser pour d'autres domaines. Alors la solution pour moi serait d'abord d'essayer de sécuriser, parce que c'est un problème de frontière, ça passe par où? C'est ça la question, ça passe par où exactement? Parce qu'on ne peut pas me dire que les commerçants camerounais vont en Chine avec 4 pièces de 100 francs et que cela se retrouve en termes de millions en vente en ligne. Ça veut dire qu'il y a un problème de frontière, ça passe par où? C'est tout un réseau qu'il faut démanteler, punir les coupables pour arrêter l'hémorragie et surtout, il faudrait que le gouvernement ou que le gouvernement d'Afrique centrale essaie d'attirer l'attention du gouvernement chinois sur les risques que cela comporte, même sur le plan diplomatique, parce que c'est quand même sur un site e-commerce en Chine et qu'on sait comment est-ce qu'on peut facilement repérer les auteurs là, parce que le e-commerce c'est un mode très officiel de faire le commerce, et qu'on ne peut pas me dire que ce sont des individus mystiques qui vendent ces pièces de monnaie là, ou invisibles. Donc, si nos gouvernements veulent mettre un frein à ce système, ils le feront même dès demain matin. Ok, Abel Limilobé, doit-on remplacer systématiquement les pièces, non? C'est une option. Luther Meka et les autres ont déjà dit l'essentiel sur cette question. Si la science évolue, les connaissances des hommes évoluent. À un moment donné, on a fabriqué la monnaie en pièces comme ça, avec des alliages. Parce que toutes ces monnaies-là, ce que nous avons là, ce n'est pas de l'argent. L'argent métal. Hein? L'argent, ce que nous on appelle en chimie le métal. C'est l'argent en termes de moyen de charge. Mais ce n'est pas le métal argent. Et même les autres pièces qui brillent, qui ressemblent à l'or, elles ne sont pas de l'or. Elles ne sont pas non plus du cuivre. Cette pièce que vous voyez, ce qui est blanc ici, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le métal qu'on appelle l'argent. C'est un alliage qui a une couleur blanche simplement. Et même ici, ce n'est pas du cuivre. Même ce qui est rouge là, qui a l'aspect or là, ce n'est ni de l'or, ni du cuivre. Parce que si vous savez très bien que si c'était de l'or, alors les gens fondraient cette pièce et récupèrent l'or, parce que l'or est un métal pur. Chez nous en chimie, l'or est un métal pur. Il ne s'allie pas. C'est un atome saturé qui ne s'allie pas. Donc si je fonds ça, l'or va couler à part, l'autre va couler à part et on va récupérer, on va séparer. Donc ce n'est pas de l'or. C'est pour ça que jusqu'à ce que les esprits n'aient pas encore trouvé quoi faire avec, les fabricants de pièces de monnaie ont pu utiliser ça. Une fois que l'esprit a évolué, la science a évolué, les malfaiteurs de sous-sol, les malfaiteurs ont leur part de chercheurs. Donc ils ont leur laboratoire, ils trouvent des tas de trucs. Voilà, ils peuvent avoir découvert qu'ils peuvent utiliser cette partie blanche-ci, par exemple, pour fabriquer un autre alliage. Parce qu'à partir d'un alliage, on peut fabriquer un autre alliage. Et ça, c'est la chimie minérale. Donc, on peut trouver des utilisations qui n'existaient pas avant,
qui existent maintenant, qui font en sorte que cette monnaie devienne une matière première. Tant que ça sera comme ça, les gens vont prendre ça pour aller faire de nouvelles luttes. Et si ce qu'ils fabriquent avec rapporte plus d'argent qu'avoir ça en main comme ça, si je peux prendre les 2 pièces de 100 francs ci, je les transforme en un outil, ça peut être une autre bague ou quelque chose qui coûte 12 000, il est évident que je vais toujours récupérer les pièces d'argent qui vont être en circulation. Et quand j'aurai beaucoup de billets, je vais aller changer en pièces d'argent pour fabriquer des choses que je vends plus cher. Okay. Donc c'est ce que Lucas, Michael et les autres ont voulu dire. On peut donc parier à ça, comme il a dit, en fermant les usines qui fabriquent, en traquant les nouveaux fabricants d'une nouvelle pièce de quelque chose avec cet argent. Donc ça c'est la contrebande de la monnaie. On peut le faire. Mais avant d'y aller, il faut quand même remarquer que des choses se passent dans notre pays qui interpellent tout le monde. Ailleurs, dans les casinos, vous arrivez avec de l'argent, vous achetez des pièces qui ne sont pas de l'argent, qui sont des pièces de métaux, fabriquées spécialement pour les machines que vous voulez utiliser. Que ce soit la roulette russe et tous ces appareils de jeu là. C'est pas l'argent comme ça qu'on introduit déjà. Vous arrivez chez ce que nous on appelle habituellement le kajika, c'est-à-dire le type qui gère la salle de jeu. Vous donnez le vrai argent et on vous donne des pièces conçues pour faire fonctionner les machines. Bon. D'où vient-il que chez nous, c'est le vrai argent en pièces qu'on introduit dans les machines? Du coup, ceux qui ont trouvé un nouvel usage plus profitable de cet argent ont utilisé les machines à sous pour collecter cet argent. C'est pour ça que vous voyez la prolifération de toutes ces petites machines. On laisse que ces machines, on les installe. Allez en commande en face Kayoli. Les machines sont installées en route, à l'entrée de commande là en face Kayoli. Qu'est-ce que les machines font en route? Cette espèce d'utilisation devait attirer l'attention des services spéciaux là-dessus pour que les gens se questionnent. Quels sont ces gens qui installent les machines à sous en route devant les toutes petites alimentations de rien du tout? Évidemment, l'installation, la façon d'installer même ces machines et leur simplicité, la légèreté de toutes ces machines fait que ça peut proliférer facilement et ça a proliféré. Ça devait attirer l'attention pour dire que c'est un outil de collecte des pièces. Donc on met les pièces et les propriétaires des machines viennent au bout d'un certain temps, récoltent les pièces, puisque avec le propriétaire de la boutique où on a installé, on lui donne une proportion, mais sa proportion, on la lui paye en termes de billets. On ne la lui paye pas en termes de pièces. Donc on récolte les pièces, on compte. Si on a récolté à l'intérieur de la machine des pièces pour 25 000 et que la convention voudrait que le boutiquier a 5 000, on lui donne les 5 000 en billets et on prend les 25 000 en pièces et on s'en va. Et la machine continue à collecter d'autres pièces de 100 francs qui ne sont pas recyclés. On connaît comment ça fonctionne. Donc je pense que même si on va changer l'utilisation ou les billets, on va remplacer les pièces par des billets de 100 francs, des billets de 50, des billets de 25, des billets de 10 et des billets de 5 francs, etc. Mais il faudra qu'on se dise qu'il y a des choses qui, lorsqu'elles se font, on ne doit pas les laisser proliférer. Merci. Je vais terminer avec vous, Elie Smith. La conférence, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, bon, on a déjà tout dit. On a déjà tout dit. Et la semaine prochaine, j'apprécie la verve de M. Elimbi Lobé. Et il y a dans beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies. Mais quand vous avez un État, parce que tout ce que vous avez élucidé tout à l'heure, c'est la faiblesse d'un État. Quand vous avez un État qui est incapable de résoudre des problèmes qui sont un peu basiques, il y a des gens qui doivent, par patriotisme, contribuer, mais pas se substituer à l'État. Ok, merci.
Merci, cher monsieur, d'être venu. Bon, c'est un plaisir. Bon, moi, je crois que ça les engage. Si les gens disent qu'ils veulent causer en famille, ça les engage. Seulement, comme disait monsieur Elimbido, il ne faut pas qu'ils imposent cela comme agenda à l'État. On impose pas. C'est entre eux, c'est leur famille. Oui, c'est voilà. Ok. Faut-il aussi? Moi, je n'ai aucun problème avec la conférence générale anglophone jusqu'à présent parce que je me fie à ce qu'ils disent comme l'objet de la conférence. Sur la bonne foi. Vous êtes sur la bonne foi? Je suis sur la bonne foi. Si à la fin de la conférence, ils ont des résolutions, ils proposent à l'État, l'État refuse de recevoir, ils n'ont aucune imposition à faire parce qu'ils ne sont pas mandatés. Si l'État accepte de recevoir, tant mieux pour eux. Dans tous les cas, on ne se félicite jamais d'avoir fait une guerre. Une guerre n'est pas une bonne chose parce que plus ça dure une minute, plus les gens souffrent. Ok. Oui, moi je dirais simplement que je crois qu'après notre discussion, j'ai eu le sentiment que les esprits ont évolué. Premièrement, ne remplaçons jamais l'État. Oui. N'essayons pas de faire de Les Smith viennent de le reconnaître. Voilà. Ne faisons rien. Depuis le début, M. Limbi. Deuxième chose, faisons attention avec le bon sens. On a toujours l'impression que c'est notre bon sens qui doit faire marcher les choses. Non. Un État, c'est les lois, les règlements, etc. Troisième chose, notre pays a des institutions de représentation. Ok. Que ceux qui veulent représenter le peuple anglophone, pour le moment, au Cameroun, il y a 35 personnes qui représentent les populations du nord-ouest et du sud-est. 15 même sont du SDF. Okay. Et les 21 RDPC. sont du RDPC. Ok, merci. Je me pose la question de savoir pourquoi ces députés, plus les 20 sénateurs anglophones, 10-10, pourquoi 35 plus 20, ça fait 55 personnes de l'ensemble du Parlement, ne s'asseyent jamais entre eux et laissent que des organisations informelles viennent leur ravir la vedette vous avez jeté pour parler en leur place. Merci Abel. Les élections législatives arrivent donc. Okay. Organisez-vous pour que si les vieux députés qui sont là n'ont pas fait le business, eh bien, que des nouveaux députés, monsieur Smith, préparez-vous à devenir député. Voilà, merci. Organiser les conférences. Tout le monde peut devenir député. Voilà, merci. Merci, Abel vous accomplit. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mengonsa, département de la Léquier. Nous sommes dans la région du centre.